Bonjour et bienvenue dans le Lord Show. On se retrouve pour ce deuxième épisode de la saison 3. On est toujours avec Nicolas. Coucou. Voilà, et notre invité cette semaine, c'est Irvine. Bonjour Irvine, ça va? Bonjour les gars, ça va très bien et vous? Ça va, pas trop stressé d'être derrière un micro d'un coup comme ça Non, ça va, ça va, ça va. Tant mieux. Du coup, juste on a oublié de dire un petit truc dans l'épisode de la saison... le premier épisode de la saison 3. C'est qu'on a une boutique du coup de merchandising où on a des t-shirts, des pulls, des tasses. Celle-là, bon, c'est celle de la saison 2 parce que du coup c'était prêt pour l'année dernière mais on n'a pas eu le temps de le lancer pour quelques soucis techniques. Mais du coup voilà, c'est dispo. Il y a une nouvelle collection du coup de mugs, pas presque les mêmes pour la saison 3. Et niveau vêtements aussi, il y aura peut-être des petites nouveautés et tout. Voilà, c'était la petite aparté de début. Super, j'espère repartir avec mon petit t-shirt. Même des bagues où l'homme pâle si tu veux. Ok. Ouais. C'est pas moi qui les vends par contre. Non mais voilà, on va direct du coup attaquer. Du coup avec la petite interview de notre très cher invité Irvine. Du coup pour commencer, je vais te demander de te présenter et ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Dans un premier temps, merci de m'inviter. C'est super cool ce que vous faites. C'est un plaisir. J'ai regardé les 2 premières saisons. Tout Non. Je n'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé pas mal d'épisodes et c'est vraiment super ce que vous faites. Donc continuez ainsi. Je suis Irvine Makessa, j'ai 29 ans. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai créé Visual Image, qui est une boîte de location de matériel audiovisuel. Là où je fais mon stage, du coup. Exactement. Deuxième année à l'ESIS. Là où tu es stagiaire et qui a pour mission, donc, grâce au prix compétitif que nous proposons, de rendre accessible à tous, donc aux vidéastes, aux photographes, aux chefs-op et bien d'autres, de rendre accessible du matériel audiovisuel professionnel. Tout simplement. Je t'interromps juste 2 secondes. Fais bien attention à ton verre parce que depuis tard, je te vois bouger les mains. Je vais faire comme Spider-Man. Du coup, si tu pouvais juste me présenter ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études, bac et tout, etc. Je me suis arrêté au bac. J'ai fait un bac pro comptabilité et à la suite de cette école, enfin de ce bac, je souhaitais faire une école d'audiovisuel qui était l'ECAR. Malheureusement, c'était un peu compliqué financièrement. Donc, j'ai décidé de faire une année de césure pour pouvoir travailler et mettre un peu d'argent de côté. Donc, à la fin de cette première année, j'ai décidé de ne plus faire l'ECAR, mais de faire une école dont je venais de faire connaissance, qui était la FLEC. La FLEC, c'était une classe préparatoire de 6 mois. Où durant donc 6 mois tu voyais un peu de tout, donc du montage, du cadrage, du son. Et à la fin de ce cursus, tu étais censé faire un stage de 6 mois. Et j'ai pas mal de galères à trouver ce stage, mais j'y suis arrivé et j'ai trouvé un stage donc, dans une boîte de com qui s'appelle toujours d'ailleurs Totem. Où donc durant 6 mois j'étais le vidéaste de la team. Donc j'ai pas mal appris sur le terrain, ça m'a pas mal formé, j'ai pu travailler avec pas mal de réalisateurs qui m'ont beaucoup appris. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai fait mon cursus. J'ai pas vraiment fait d'école audiovisuelle à proprement parler, mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup exercé sur le terrain, tout simplement. Ouais, tu as plus appris par l'expérience de travailler plutôt que dans l'école comme nous on fait. Exactement. Par exemple. D'accord. Ensuite, du coup, comme tu l'as dit, tu as créé l'entreprise de location d'audiovisuel Visual Image. C'est ça. Comment ça t'est venu l'envie de créer une boîte de ce type ? Comme je le dis assez souvent, ça s'est fait par hasard. Donc j'étais vidéaste pendant pas mal d'années pour des boîtes comme Totem et d'autres indépendants et d'autres boîtes, des médias, etc. Ensuite je me suis lancé en tant qu'indépendant et en parallèle je faisais du football également. À un niveau assez correct et malheureusement suite à une blessure pendant 2-3 mois je ne pouvais plus exercer mon métier de vidéaste, donc c'était un peu compliqué financièrement. J'avais un petit boîtier qui traînait chez moi et je me suis dit pourquoi pas essayer de le mettre à la location pour essayer de me faire un peu de sous le temps de ma convalescence.
J'habitais dans le fin fond du 77. J'avais, je crois que c'était un 7D avec un objectif, un 50 mm, le basique. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de le mettre à la location. Parce que c'est pas mal comme boîtier quand même. Oui, à l'époque c'était pas mal. Je l'utilisais pour la vidéo et un peu de photos. Et donc j'ai mis ça à la location. Et j'étais très surpris dans mon petit patelin de voir quelques personnes venir le louer. Effectivement, j'avais essayé de baisser un peu les prix pour pouvoir essayer d'amener les gens à moi. J'avais ce boîtier et un drone. Et le drone, c'était pas mal la mode à cette époque-là, le drone. Donc dans tous les clips, on les voyait. Donc j'avais le drone que je mettais à la location, plus le boîtier. Et c'est là que m'est venue l'idée donc de monter ma boîte. Je faisais pas mal quand même de location et j'étais de temps en temps déçu dans la façon dont j'étais reçu, moi, client. Pas mal de matériel que je louais, dont je n'arrivais pas à me servir et dont on m'expliquait pas lors de la location comment est-ce que cela fonctionnait. Donc je passais pas mal de veilles de mes tournages à essayer de stabiliser un Ronin M sans réussite. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer à la suite de ces échanges-là avec les personnes qui venaient louer le matériel, essayer d'agrandir mon parc et essayer je me perds un peu dedans, mais... C'est pas grave, vas-y, continue, pas de souci. Du coup, d'acquérir plus de matériel pour pouvoir proposer des trucs différents. C'est pas venu comme ça. En fait, j'étais quand même beaucoup axé technique. J'aimais beaucoup la technique du matériel. Et le fait d'avoir pas mal de personnes, pas mal de personnes, j'avais quand même quelques personnes qui venaient chaque semaine chez moi louer du matériel, louer ce drone et le boîtier. Le fait de pouvoir échanger avec toutes ces personnes-là, et essayer de donner le peu de connaissances que j'avais sur ce matériel-là, ça m'a fait kiffer. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer de plus tard, essayer de continuer dans cet axe-là. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Malheureusement, quelques semaines après, le drone, on me l'a volé. Ah, embêtant. Très, très embêtant. Donc, et c'est comme ça que ça s'est arrêté d'ailleurs. On m'a volé le drone et puis j'ai arrêté. J'ai été en centre de rééducation donc, pour me rétablir. Et j'ai repris mon métier de vidéaste, tout simplement. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête cette mini-expérience, parce que le fait de rester en contact avec des personnes de l'audiovisuel, j'avais pas mal kiffé. Donc je me suis dit... c'est ce partage d'expérience qui t'a fait kiffer, exactement. Qui t'a donné envie de te lancer. Exactement, et je me suis dit, on verra un peu plus tard. Et puis, quelques années plus tard, je me suis dit, pourquoi pas essayer de remettre à la location mon GH5, parce que j'étais passé sur un GH5 avec mon 1835 et la bague Viltrox et mon Xeon Crane 2. Donc, et puis voilà, petit à petit, j'ai vu que les stabilisateurs, ça fonctionnait bien. J'avais pas mal de demandes, donc j'en ai rajouté un deuxième, un troisième, un deuxième Panasonic GH5. Ensuite, il y a l'A7 III qu'on me demandait souvent, donc je me suis dit, je vais essayer d'acheter un A7 III. J'en ai acheté un. Moi-même, je suis passé sur l'A7 III. Donc, j'ai commencé à me mettre à la location. J'ai vu que ça prenait. Donc, petit à petit, l'argent que je récupérais, je le réinvestissais. J'essayais d'acheter un peu plus de matériel. D'accord. Et du coup, t'as dit ça fait 2 ans. T'as créé du coup Visual Image en 2021. Ouais, officiellement, ouais. Ok. Et on parle du coup de tout ça vers quelle année, vers quelle époque? Combien de temps t'as mis entre quand t'as commencé à proposer tes boîtiers à la location comme ça et le moment où c'est passé à peu près combien de temps? Ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que la première étape, c'est quand j'étais chez moi dans le 77, quand je mettais à la location donc mon drone et mon Canon 7D. Ça, c'était, je crois, en 2018. En 2018, j'ai fait ça 2-3 mois. Après, j'ai arrêté. J'ai repris fin 2019. Fin 2019.
J'ai repris la location, donc je mettais mes petites annonces, on me contactait et ça se passait exclusivement dans la rue. Donc voilà, j'imprimais un contrat que j'avais trouvé sur le net et puis j'allais à la rencontre. Je donnais souvent un rendez-vous à Bastille, en face d'un café. Je faisais signer le contrat et je donnais le matériel avec un chèque de caution. C'est comme ça que je commençais. J'ai eu une mauvaise expérience parce que j'ai eu, étant donné que j'étais pas paré, je faisais pas les choses dans les règles. J'étais vulnérable, je faisais ça dans la rue. Eu des chèques en bois, des trucs comme Exactement, ça. ouais. Okay, des faux chèques, fausses pièces d'identité. Donc je me suis dit bon, je vais arrêter, je vais essayer de me structurer un tout petit peu, un minimum. Donc j'ai un ami qui m'a proposé de prendre un petit bureau qui était à Saint-Ouen avec lui. Donc, je louais un tout petit bureau qui était à 150 €. Donc en plus, en parallèle de mon métier de vidéaste, donc je proposais mon matériel à la location. Malheureusement, il y a eu le Covid. Donc le Covid, fin du game et puis... ça a été fin du game pour tout le monde. Hein. Ouais, pour pas mal carrément de personnes. Donc j'ai récupéré le peu de matériel que j'avais. Je suis rentré chez moi dans mon 77. Et j'avais sympathisé avec un artiste, James, et son associé Cecilia, qui ont monté Grand Kid, une boîte de production son, peu de temps avant le début du Covid. Et à la sortie donc du Covid, je cherchais un autre local parce que malheureusement avec le local à Saint-Ouen, ça s'est arrêté. Je parlais un peu de mes projets et Cécilia m'a proposé de venir squatter un petit coin de leur bureau. Et c'est comme ça vraiment que ça a commencé. C'est là où j'ai commencé un peu plus à acheter un peu plus de matériel, avoir des clients fidèles qui venaient chaque semaine louer leur A7 III avec un 24-70, leur GH5 avec un 18-35. Je proposais pas grand-chose à l'époque, mais j'avais quand même une petite demande, donc c'est comme ça, petit à petit, que ça a commencé. Ok, très bien. Très bon début. Voilà, j'ai commencé comme ça. Ok. Et du coup, pourquoi tu as choisi ce nom, Visual Image ? Je sais même pas. C'est juste comme ça, c'est venu. Je sais même pas. Je cherchais un nom avec image. J'étais avec deux amis. La copine de mon ami Shannon qui m'a dit ouais, pourquoi pas Visual Image. J'ai vu que ça sonnait bien. J'ai dit ok, Visual Image. Donc voilà. Ouais, parce que du coup, il y a très proche comme nom, il y a Visual Impact aussi. Ouais. Du coup, ouais, je me suis dit peut-être il a voulu faire un truc pour choper de référencement, un truc comme ça. Non, du tout. Il n'y avait rien de stratégique, rien de tout ça. Non, mais voilà. Juste. Du coup, on va maintenant plus parler du business de l'allocation de matériel. C'est quoi la plus grosse commande que tu as eue, genre en termes de prix et de durée ? Ça peut être deux différentes, une sur la durée, une sur le prix, mais en gros, les commandes les plus grosses que tu as eues à faire. En termes de matériel, en termes de prix, en termes de prix. Je crois que c'était fin d'année dernière, c'était sur 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de boîtiers A7S. C'était aux alentours de 5 000 €, quelque chose comme ça. La location ? Ouais. Waouh. Je sais pas si c'est énorme. À mon niveau, c'est énorme. Ouais, ça devait être un gros mois. Et pour les grosses boîtes, je pense que... Ouais, c'est un vendredi après-midi. Voilà, exactement, un mardi après-midi. Ok. Voilà. Et en termes de durée, du coup, c'est la même? Ouais, c'était ça. C'était 2 semaines, quelque chose comme ça. Et c'était quoi, du coup? C'était des A7 III? C'était des A7S III. Il y en avait plusieurs, avec plusieurs objectifs. Un peu de light. C'était pour une émission, un pilote d'émission d'un jeu, quelque chose comme ça. C'était une boîte qui me prenait ça. Ok. Ensuite, du coup, on reste un peu dans le même thème des commandes un peu exceptionnelles. C'est quoi ton plus gros client en termes de notoriété que tu as pu avoir? Je sais pas, un gros youtubeur, un artiste. Il y a des petits youtubeurs, il y a des artistes indépendants aussi qui viennent. Il y a qui comme
artistes de tête comme ça, j'ai un gars comme Moa Lasquale qui venait assez fréquemment. Après, c'est pas mal. Après, en général, les artistes passent pas eux directement. Ouais. C'est souvent des boîtes de prod qui passent louer le matériel. Ouais, tu m'avais parlé qu'il y avait Thomas Massa, qui est un youtubeur qui fait du voyage en van. Ouais, exactement. Et en fait, moi, je le connaissais du coup déjà avant, parce que je suis un peu intéressé par tout ce qui est voyage sur la route, enfin vivre sur la route, vivre en van et tout. Ouais, il passait pas mal de temps quand il faisait pas mal de clips. Il bossait pour des boîtes de production. Ouais. Il travaillait d'ailleurs pour des artistes du 9-2i, grand fan de Booba et du 9-2i, donc j'étais également fan de cela. Mais ouais, c'est un chic type, talentueux, et je pense que... Ça me plairait vraiment de le rencontrer un jour et de pouvoir discuter avec lui un peu de son parcours, etc. Donc, je pense que je vais essayer de le contacter pour le faire venir dans l'émission. Clairement, je pourrais vous mettre en lien. Mais j'ai l'impression qu'il est tout le temps à l'autre bout du monde. Donc, l'autre fois, il a passé 3 semaines en Inde, des trucs comme ça. Genre, donc, j'ai l'impression qu'il est jamais en France. Donc, j'essaierai. Et puis, si ça se fait, tant mieux. Parce que vraiment, c'est un mec que je regarde ses vidéos tout le temps et tout. Donc, vraiment, j'aimerais bien. Toujours dans le même thème, est-ce que tu as déjà eu des galères de location, du vol de matériel, du matériel qui arrive très en retard ou très endommagé, des trucs comme ça? Oui, quand même. Endommagé, franchement, ça va, c'est quand même minime. J'ai pas eu trop de soucis de ce type. Objectif un peu cassé. Des grains de sable dans la bague de mise au point. Un drone volé. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu... un peu quand même. Un peu, ouais. En général, c'est les objectifs, c'est les petites rayures, c'est les impacts sur le moniteur. Mais ça va, franchement, c'est pas excessif. Ok. C'est pas excessif. Je vois. Du coup, tu disais que tu as eu un passé de vidéaste où tu faisais que ça, enfin c'était ta profession. Quels seraient tes conseils pour qu'un tournage se passe bien? Bien le préparer déjà. Ouais, tout le monde répond ça. Tout le monde répond ça, la préparation et l'organisation. Ouais, franchement, bien le préparer. bien le préparer. Et quel conseil tu donnerais à un débutant qui va faire son premier tournage? Par exemple, pour tourner un clip, pour tourner je sais pas quoi, de lui dire fais attention à ça pour que ça se passe bien. Franchement, toujours, je vais répondre la même chose, essayer de bien le préparer en amont avec les personnes avec qui tu vas le faire, essayer de bien préparer ton matériel, des choses toutes simples. Checker si... Mais qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Checker si ta carte mémoire est bien formatée et pas tourner 2-3 rushs et puis se rendre compte qu'il n'y a plus de place. Il y a plus de place. Donc des petites choses comme ça, carte mémoire formatée, les batteries bien chargées, toutes ces petites choses-là dont on ne pense pas et qui peuvent nous porter, qui peuvent ruiner un tournage. Ok, je vois. Est-ce que tu aurais des anecdotes de tournage un peu drôles, un peu atypiques? Sur des trucs que tu as pu vivre? Ce que je vous ai dit, moi, ça m'est déjà arrivé. Le fait que, en pleine interview, ma carte mémoire me mette un petit message comme quoi elle est pleine et que la personne parle et que... Et puis, j'ai pas d'autres cartes mémoire, en fait. Donc, ça m'est déjà arrivé. Donc, et puis, t'es mal à l'aise. Tu veux pas dire à la personne de s'arrêter. Ça m'est déjà arrivé. Ok. Ou bien même le matériel, le fait de... Enfin, je parlais tout à l'heure de stabilisateurs. Moi, à l'époque, je louais pas mal de stabilisateurs. Bon, avant l'arrivée du Crane 2, je louais les Ronin, c'était les Ronin M, je crois, les Ronin M. C'est le gros. Le gros. Et je galérais tout le temps à le mettre en place. Tout le temps. J'ai jamais utilisé ce genre de machinerie. Je me suis toujours arrêté au Ronin S, Ronin RS2, des trucs comme ça, mais jamais Ronin M. Ni Ronin 2 d'ailleurs. Et je me souviens d'une fois, j'avais un tournage. Je l'avais loué exprès pour faire pas mal de plans avec.
Et j'ai passé toute la nuit à essayer de le mettre en place et impossible de stabiliser mon boîtier. J'avais retourné YouTube, tous les tutos possibles, mais anglais, français, rien du tout. Je vois. Et donc une location dans l'eau. Ça fait mal. Ouais. Ensuite, ton pire tournage. Celui où ça s'est vraiment mal passé, soit avec la personne, soit au niveau technique, soit genre vraiment c'est une très mauvaise expérience personnelle pour toi. Bah, je pense que c'était à mes débuts. Mhm. À mes débuts, je faisais pas mal d'interviews et j'étais tout le temps stressé. J'étais tout le temps stressé. Donc, en fait, la moindre chose qui sortait de mon plan me mettait en panique. Et la personne que j'interviewais le voyait directement. Donc, c'était plus à mes débuts et mon rapport que j'avais avec le stress. D'accord. Donc, au fil des années, au fil des tournages, j'ai su arrêter de stresser et travailler sur ça, quoi. Je vois. Donc, c'était ça. C'était vraiment les mes premières débuts. interviews. Ouais, les débuts. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que ça t'a amené au tournage où vraiment c'est un très très bon souvenir, genre t'as passé un bon moment tout du long, ton meilleur tournage, quoi. C'était avec ma boîte Totem Experience. On était parti en Côte d'Ivoire. On était parti dans un premier temps. Mon patron avait une petite idée d'une émission qu'il souhaitait proposer à Canal+ Afrique. Donc on était parti donc dans un premier temps tourner un pilote. Mhm. Donc on avait tourné un pilote avec donc le 7D en question. Et ça s'était bien passé. C'était bien passé. Tout de suite, on a vu l'essence et la vision que mon patron de l'époque avait. Et lors du second voyage, donc on est reparti avec une équipe technique, avec le réalisateur. Et j'étais assistant réal et j'avais vraiment kiffé et j'avais beaucoup appris de ce réal. Et je pense que c'est l'une de mes meilleures expériences en termes de tournage et de projet. Très bien, très bien. Du coup, l'interview touche à sa fin. J'ai juste une dernière petite question. Est-ce que tu as des projets à partager pour toi qui n'ont pas forcément assez de visibilité ou juste que tu aimes bien, que tu aimerais que les gens enfin en parler Des projets personnels ou des projets... Des projets, un projet que tu kiffes en ce moment, que ce soit pas forcément de toi, que ce soit de même, je sais pas, genre un artiste que t'aimes bien qui a sorti un album il y a pas longtemps, des trucs comme ça. Vraiment juste un truc que t'aimes bien à nous partager là. Un truc que j'aime bien en ce moment... Qu'est-ce que j'aime bien en ce moment? Qu'est-ce que je fais en ce moment? J'écoute plus trop de musique, j'ai plus trop le temps de regarder des films. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai aimé dernièrement? C'est peut-être tous les vidéastes jeunes réals qui passent au sein de Visual Image que je trouve super talentueux et qui, je pense, dans les années à venir, seront vraiment des réalisateurs influents. Tu aurais des petits noms à nous sortir pour que les gens puissent aller voir? J'en ai pas mal. Tu peux me faire une liste avec les Insta et je mettrai tout en description. Sinon. Ouais, t'as des gars comme... je vais pas faire de... je vais en oublier, donc... Ok, bah tu me donneras une liste, pas de souci. Je te donnerai une liste, il n'y a aucun problème. Du coup, tout en description. Ouais, il n'y a aucun problème. Parfait. Ok, parfait. Du coup, toi, tu aurais des trucs à nous partager, pareil là, pour le moment, non. Ok, je vois. Non, bah, pas de souci. Bah, du coup, merci d'avoir répondu à mes petites questions. On va pouvoir passer à la suite de l'émission, sauf si tu as encore un petit truc à dire pour conclure. Je reste avec vous et j'écoute attentivement. En fait, je vais y aller. En tout cas, ton parcours, il est super intéressant, je trouve. C'est vrai? Ouais, parce que le fait que ce soit ton accident qui était... au fur et à mesure, fait faire de la loc et tout ça. Exactement. J'ai compris ça aussi en grandissant, que souvent, après un souci, ça m'a toujours permis de rebondir. Donc j'ai eu cet accident-là qui m'a permis de me réorienter, parce que aujourd'hui, je ne suis plus du tout vidéaste, qui m'a fait donc
aimer ce rapport-là que j'ai avec les gens. J'aime pas mal discuter avec les clients qui passent, savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font, qu'est-ce qui les a amenés à devenir photographe ou vidéaste ou réal ou chef-op. Et je me nourris même de leur expérience et de leur parcours. Et c'est quelque chose que j'aime énormément dans ce métier-là. Je me vois pas du tout comme un prestataire, mais plus comme un allié de toutes ces personnes-là. J'essaye vraiment de... T'es là pour les aider. Exactement. T'es pas juste là pour leur faire du matériel, t'es là pour les aider à améliorer leur projet, à avancer et tout, etc. Exactement. On est là, et c'est ce que je dis à mes collègues, on est vraiment là à leur service. Les mettre dans les meilleures conditions possibles. Si elles en ont le besoin, on ne va pas s'immiscer et s'immiscer dans le projet, mais on a pas mal de personnes qui débutent, d'indépendants, qui ne sont pas encore professionnels, qui font ça à côté de leur travail, ou c'est juste leur passion. Et donc, toutes les billes qu'on a, on essaye de leur donner et de les conseiller. On prend vraiment le temps avec les clients qui passent à expliquer comment est-ce que un stabilisateur fonctionne. Si une personne vient louer du matériel et ne connaît pas techniquement, spécifiquement le matériel en question, on prend le temps de le montrer, lui expliquer et ne pas se retrouver comme moi il y a quelques années plutôt à essayer avec le Rona de stabiliser mon 7D. Donc voilà, c'est vraiment l'essence de Visual Image. Je me vois vraiment comme un allié et essayer de démocratiser tout ce matériel audiovisuel professionnel. Pas mal de jeunes qui passent, donc en proposant des prix vraiment attractifs, on essaye vraiment de le rendre disponible à tous, de rendre accessible à tous, tout simplement. Et ça te manque pas justement de faire de la vidéo, d'aller sur des tournages, etc. Ça me manque un peu, mais dans les mois, les années à venir, ce que j'aimerais, c'est essayer de produire des petites idées que j'ai et me servir du matériel qu'on a pour le faire. Donc, toujours essayer d'ajouter une autre branche au tronc d'arbre qu'on a. Ok, complètement. Donc la production, c'est ce que j'aimerais faire dans les mois, les années à venir. Très bien. Ok, parfait. Et du coup, on va passer à la suite maintenant. Je vous en prie. Avec la chronique de Nicolas. Yes. Sur, si j'ai bien compris, sur les Oscars qui sont bientôt. Ouais. Qui sont quand ? Quand est-ce que sort l'émission ? Fin février. Eh ben, ça sera dans 2 semaines. Voilà, donc ça sera la nuit du 12 au 13. Je vais juste prendre la chronique, j'arrive. Donc du coup, la chronique cette semaine, c'est sur la course aux Oscars, parce que les Oscars, c'est bientôt. Ça va être dans la nuit du 12 au 13 mars 2023. Donc ça va être la 95e édition, donc, qui va être présentée par l'Academy of Motion Pictures, Art and Science. Cette année, c'est présenté par Jimmy Kimmel, le présentateur américain, qui a déjà présenté 3 fois du coup. Et le 24 janvier dernier, on a pu avoir les nominations. Donc, je vais vous parler des films nominés le plus de fois. Donc, on a Everything Everywhere All at Once. Je sais pas si tu l'as vu. Très bon film. Je sais que tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. J'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment, c'est un film des Daniel. C'est un binôme de réal. Et c'est totalement barré. C'est sur le multivers, mais abordé bien plus profondément que dans les Marvel ou dans n'importe quel autre. Et c'est assez dingue. 11 nominations. Donc le max qu'on peut faire, c'est 16. Il y a 23 catégories au total, mais il y a des catégories short film, animated film. Et donc 11 nominations. Ensuite, il y a All Quiet on the Western Front, qui est À l'Ouest, rien de nouveau, sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est dingue. Du coup, c'est la Première Guerre mondiale, mais vu du côté allemand et par un réal allemand. Donc, ce qui est rarement montré, en fait, le côté... Exactement. Et c'est d'une réalité incroyable, vraiment. Donc, 9 nominations. Pareil pour les Banshees d'Inisherin, qui est dans le top. Après, voilà, Elvis, 8, The Fabelmans, 7. Donc, il y en a vraiment pas mal qui sont nommés plein de fois. Donc, il y a aussi le top 10 pour les 10 nommés pour le meilleur film.
les favoris cette fois parce que avant les Oscars, il y a beaucoup d'autres compétitions, beaucoup d'autres concours et de festivals. De festivals. Donc, je sais pas si vous en connaissez quelques-uns. Il y a les Golden Globes, qui est très connu, mais il y a aussi les People's Choice Awards, l'AFI Top 10. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y a le Sundance Festival, Rotten Tomatoes. Et là, on peut du coup estimer. Donc, vraiment, les Oscars, c'est le final. Donc, il y a toute une. De fin décembre à mi-mars, tous les ans, il y a énormément de festivals et de cérémonies qui s'enchaînent. Et du coup, Everything Everywhere All at Once est numéro 1 pour l'instant avec 86 récompenses, ce qui est énorme. Donc, c'est grande chance que Michelle Yeoh gagne Oscar de la meilleure actrice. Il y a Cate Blanchett aussi qui est en face, là, sans doute pour Tar. Il y a les Banshees d'Inisherin qui est 49, Tar à 31, Aftersun que j'ai pu voir cette semaine qui a 24 et Elvis à 23. Donc du coup, j'ai pu voir les 5. Est-ce que vous en avez vu quelques-uns parmi J'ai vu Elvis, Everything All at Once, et après les autres. 3 autres, non, je les ai vus ce mois-ci. Et le niveau est hyper élevé cette année, vraiment. C'est vraiment top. Bon, moi, mon top, c'est Elvis, même si on en a parlé il y a 2 semaines et tu n'es pas tellement d'accord avec ça. Après, Everything Everywhere, il est dingue. Ouais. Voilà. Et The Fabelmans, qui n'est pas sorti en France encore. Ouais, qui sort bientôt. Qui sera sorti. On sort ça, mais qui n'est pas encore sorti aujourd'hui. Exactement. Mais qu'on a vu. Qu'on a vu en avant-première pour les 90 ans du Grand Rex, voilà. Qui était un super événement. Il n'y avait pas de présence de célébrité. Enfin, si. Il y avait un chanteur. Enfin, bref, super événement. Il y avait les 90 ans, mais il n'y avait pas Spielberg. Un peu déçu. Ils nous ont bien fait monter la tension, mais ça marche pas. Mais pourtant, même s'il y a, par exemple, 11 nominations pour certains films, ça veut rien dire du tout, parce que certains films ont été nommés beaucoup de fois et n'ont jamais gagné aucun prix. Mince. C'est le cas, par exemple, de Orange Mécanique et Taxi Driver. 4 nominations, 0 récompense. Les Évadés, 7 nominations, 0 récompense. Et pour toi, True Grit avec Hailey Steinfeld. Ok. Voilà, note ça, 10 nominations, 0 récompense. Et le pire, c'est La Couleur Pourpre, 11 nominations, rien du tout. Donc tu te dis quand même, ça pique. Ouais. Après, par contre, le plus, c'est 14. Et 14, il n'y en a eu que 3 des nominations. Il y a Titanic, et qui avait reçu 11 Oscars. C'est le top. Il y avait Eve, qui est un film de 1950 qu'on a reçu 6. Et La La Land, 6 aussi. Mais pas le Best Picture, même si on y a cru. Je sais pas si vous aviez vu le moment Best Picture La La Land, et qu'en fait ils se sont trompés dans oui, effectivement. Et qu'ils viennent tous sur scène, toute l'équipe, et en fait non, c'est Moonlight. Ah bah cool en fait. Le petit somme là, vraiment c'est... Pas cool. Non, pas cool du tout, je pense. Et donc cette année, ça va être diffusé sur Canal dans la nuit. Et mais avant ça, il y a encore le Screen Actors Guild Award qui, je crois, va être sur Netflix. Sauf si c'est les BAFTA, il y en a un des deux qui va être retransmis sur Netflix. Donc ça, ce sera le 26, et les BAFTA qui est plus côté British. Ça va être le 19. Et pour terminer par les Oscars, et on verra bien qui aura le Best Picture et toutes les autres nominations dans la nuit du 12 sur Canal+. Sachant que cet épisode sort le 25 février. Ça va. Je me suis dit, si c'est le 25 mars, il y a un problème. Mais si c'est le 25 février, ça va. Donc c'est bientôt. Et on fera un petit débrief s'il faut. Mais... On fera peut-être un hors-série, juste débrief. Si jamais y a de réaction, tout ça, avec des paris. On pourrait faire une réaction. On pourrait faire un épisode de réaction. De toute façon, je suis en live. J'ai même les Golden Globes, j'étais comme ça devant, là. J'étais ouais. Puis la moitié du temps, non. Bon, bref. Mais c'était top. Ouais. Ok. Voilà. C'est bon ? Ouais. Ok, très bien. Hyper intéressant. On a hâte de voir, du coup... les cérémonies dont tu viens de parler. J'espère pouvoir la regarder, parce qu'à chaque fois tu t'endors. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait je m'en rappelle le lendemain matin qu'il fallait regarder la veille. Ah, ça c'est mauvais, ça. La dernière fois les Oscars, non, toi t'avais regardé, du coup je savais, mais les Golden Globes, ouais, t'as regardé il y a pas longtemps, mais je crois l'année dernière en fait tu m'en as parlé le matin que t'avais passé la nuit à regarder les Oscars, et j'étais en mode c'est le dimanche en plus, vraiment, donc le lundi t'es fatigué, mais bon, du coup, à chaque si t'as passé la nuit à regarder les Oscars, t'as passé la nuit à rêver, donc tout va bien. Très bien. Et écoute, on aura la suite du coup de tout ça la prochaine fois.
Sur la story du Lord Show, on Sur, live réaction. on verra pour faire peut-être un petit truc par rapport à ça, maintenant que le Lord Show est uniquement centré sur l'audiovisuel et le cinéma. On l'a pas non plus dit dans le premier épisode, mais ça se comprend. Du coup, maintenant, moi, je vais vous parler un peu de... du coup, sur les tournages, on utilise de la lumière. Jusque-là, vous me suivez. Attends, quoi? Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, en lumière, on a 2 types de lumière. C'est la lumière dure et la lumière douce. Voilà. Est-ce que déjà, vous savez qu'est-ce qui différencie une lumière dure et une lumière douce techniquement? Une qui est directe, l'autre qui est réfléchie. Pas forcément. Tu peux avoir une lumière directe qui est douce et tu peux avoir une lumière réfléchie qui est dure. C'est... Vas-y. Je Non, laisse mais notre invité parler. donnez vos théories. Je t'écoute. T'as pas une petite théorie comme ça comment tu fais pour avoir la lumière dure? Comment tu fais pour avoir la lumière douce? Ah bah oui, si tu mets des filtres devant et que tu t'amuses. Ouais, mais à quoi ça sert de mettre une diffusion du coup? Bah que ça soit doux. Je vais vous expliquer. Du coup, une diffusion, ça permet effectivement de rendre la lumière plus douce. Mais en fait, on a appris ça en cours. C'est que, en fait, plus une source de lumière est grosse et proche, plus elle sera douce. Et plus elle est petite et éloignée, plus elle est dure. C'est pour ça que, par exemple, en utilisant par exemple les Cobb Aputure, par exemple les Cobb 300, la lumière, elle fait vraiment cette taille-là. Du coup, c'est très petit. Et si on ne la colle pas au visage, vraiment, elle est très loin, très petite. Du coup, ça fait une lumière très dure, comme le soleil. C'est vraiment des zones bien délimitées. Marqué, ouais. Et du coup, en rajoutant par exemple une softbox ou un light dome, des trucs comme ça va en fait passer de cette taille-là, par exemple au light dome 2, qui fait 120 cm, à une lumière qui fait ça de diamètre. Du coup, d'un coup, la source devient énorme pour la même distance. Et du coup, la lumière devient douce. Et c'est comme ça qu'en fait, ça fonctionne. Donc, il faut retenir qu'avec une même taille de source, même si on utilise un Light Dome 2 qui fait 1,20 m, si je l'éloigne à 20 mètres, la lumière va être plus dure que si elle est à 2 mètres de moi. Parce que du coup, ça réduit la taille de la source par rapport au sujet. C'est pour ça que le Soleil, par exemple, même s'il fait je ne sais pas combien de millions de kilomètres de diamètre, vu qu'il est très très éloigné et que nous on le voit tout petit, c'est une lumière très dure. Et en comparaison, théoriquement, par exemple le flash de notre téléphone, qui est minuscule, si on l'approche à la bonne distance, on peut avoir une lumière très douce, mais il faut vraiment être très très proche, alors que nous, il nous paraît dur vu que c'est une petite truc. Mais sinon, si on l'approche, ça devient de plus en plus doux. Voilà ce qui différencie une lumière douce d'une lumière dure et à quoi sert une diffusion. Voilà. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Alors pas du tout, non. Bien sûr. Voilà, et du coup, on arrive au terme de cette émission et je vais juste demander une dernière anecdote à Irvine qui pourrait nous raconter un truc un peu qui lui est arrivé. Au niveau de quoi que souhaitez-vous que je vous raconte? Une petite anecdote que tu as potentiellement commencé à raconter tout à l'heure. Ah c'est toujours par le biais de Visual Image. On essaye toujours de rendre l'expérience bonne au sein de Visual Image, donc d'avoir un service le plus optimal possible. Et une fois, ça ne nous est pas arrivé très souvent, mais il n'y a pas longtemps, une vidéaste qui passe assez fréquemment chaque semaine nous louer du matériel, avait un tournage et donc est passé à louer son petit kit. Et j'ai un de mes collègues malheureusement qui s'est trompé de chargeur, qui a mis le chargeur de la mauvaise marque. Et donc le lendemain matin, j'ai la cliente qui m'envoie un mail à 6h. Irvine, j'ai pas le bon chargeur, c'est chaud là. Je me dis, bon, nous on règle toujours les problèmes, hein. On ne laisse jamais le client en galère comme ça. En galère comme cela. Donc de suite, je lui dis, écoute, pas de problème, envoie-moi ton adresse, on passe faire l'échange.
Elle m'envoie sa localisation et je vois qu'elle est en Espagne. Un peu embêtant. C'est Je pas vois la porte à côté, là. Je vois qu'elle est en Espagne et qu'elle n'est pas en Espagne, enfin qu'elle n'est pas à Madrid ou bien Barcelone, je ne sais où. Mais elle est dans un désert, j'ai même oublié le désert où elle était. Mais je lui dis tout de même, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et donc je me prépare, j'arrive au bureau, je dis à mes collègues, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on lui apporte le chargeur avant 18h ce soir. Elle avait un tournage sur 4-5 jours. Et elle ne pouvait pas se rendre, ni son équipe se rendre, je crois qu'elle était à 1 heure de Saragosse, quelque chose comme ça, où il y avait une Fnac. Et même à cette Fnac-là, il n'y avait pas de chargeur. Donc c'était super compliqué et elle avait, je crois, 3-4 batteries. Et elle avait 4-5 jours de tournage. Donc je lui dis, les gars, il faut qu'on trouve absolument une solution pour pouvoir lui apporter. J'étais prêt à prendre l'avion et lui donner le chargeur. C'est comme ça avec Visual Image. On laisse pas efficace. Exactement. Du coup, on essaye je check les billets, je vois que c'est un peu trop compliqué. Donc, très vite, j'oublie cette possibilité-là. Et j'ai ma collègue qui parle un peu espagnol. Donc, je lui dis, bon, écoute, on va essayer de trouver une boutique d'audiovisuel pas loin de là où elle est, 30 minutes, 1 heure, pour acheter donc à distance la batterie, enfin le chargeur, et essayer d'aller lui livrer. Donc ma collègue appelle la boutique qu'on trouve. La boutique dit ouais, c'est possible, on peut les livrer, mais pas tout de suite, c'est que 48 heures après. C'est mort, donc c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on fait, on regarde ce qu'il y a autour et je pense à un Blablacar. Je me dis, on va essayer de regarder les Blablacar qui vont donc de là où se trouve la boutique d'audiovisuel à la ville où elle tourne. Et bingo, on trouve un Blablacar qui fait le parcours donc de la boîte à la ville de l'où elle loge, où elle tourne. Donc on l'appelle, on lui demande si c'est possible d'aller récupérer pas loin de chez lui le chargeur et d'aller déposer le chargeur à la cliente. Le gars, il comprend pas trop, il pense que c'est une arnaque. Ma collègue lui explique, elle qui parle bien espagnol, lui explique que voilà ce qu'on fait, etc. Elle lui envoie notre site internet, lui fait comprendre que voilà, il n'y a pas d'arnaque, etc. Et on lui offre une petite récompense. Je crois qu'on lui fait un petit PayPal de 20 € juste pour la petite, en plus de la course. Oui, parce que tu payes le Blablacar aussi. On paye le Blablacar et en plus pour service rendu, on lui a fait un petit PayPal de 20 €. Donc pour lui montrer qu'on était réglo, on lui envoie donc les 20 €. On fait un virement donc à la boîte d'audiovisuel. Donc il va récupérer le chargeur. Et il est parti donner donc, le chargeur à la jeune fille en question à 18h comme prévu. Donc ce qu'on avait dit, ce que je lui avais répondu le matin, c'est réalisé le soir, mais on avait passé franchement toute une journée à essayer de trouver une solution juste pour un chargeur. Okay. Wow, bravo, et respect. Franchement, bien joué. Hein. Et donc voilà, elle m'envoie un message, elle me dit mais comment est-ce que tu as fait, est-ce que tu connais? J'ai dit t'inquiète. Wow. Donc voilà, c'est une jeune fille, malgré le fait qu'on ait un petit peu merdé malheureusement sur cette loc, c'est une jeune fille qu'on a réussi vraiment à fidéliser encore plus. Et on a gagné sa confiance. Je pense que dans la location, ce que les gens recherchent, outre le prix, c'est la confiance. Parce que si à chaque fois que tu fais une location et qu'il te manque, je sais pas, un câble ou bien une batterie, et que tu mets en péril le tournage entier, voire plus. Ça va pas le faire. Pour le coup, là, elle a bien vu que tu as vraiment remué exactement, toute la terre pour juste lui apporter un chargeur. Un chargeur. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Ouais. J'aurais même pu engager je ne sais combien d'euros, mais je voulais à tout prix réparer notre erreur. Ok, très Donc bien. Voilà. Ok, très, très bonne anecdote, très bien. Très bien. Du coup, Visual Image, il y a le site web.
C'est ça, exactement. Un site web qui est en pleine reconstruction. On est en train de le mettre à jour en coulisses. Donc, j'espère qu'à la sortie de cette vidéo, le nouveau site internet sera né. Donc visualimage.fr. Avec un nouveau logo. Avec un nouveau logo, un nouveau branding, de nouvelles vidéos. Et là, on essaye de bien démarrer l'année 2023 avec un peu plus de matériel, un nouveau branding, un nouveau logo, un nouveau site. Donc voilà. Et du coup, l'adresse de la boutique? On est je ne l'ai même pas dit d'ailleurs, on est situé dans le 10e arrondissement de Paris, 14 rue de Rocroi. Très bien. C'est juste à côté de Gare du Gare Nord. du Nord, exactement. Et aussi de l'arrêt de métro Poissonnière. Exactement. Voilà. Vous savez où c'est. Si vous avez besoin de matériel audiovisuel pour tourner ce que vous voulez, il y a des DSLR principalement. Pas mal d'hybrides, mirrorless, ouais. Des stabilisateurs, de la lumière, pour des micros, pour de la prise de son, exactement. etc. C'est disponible chez Visual Image à des prix compétitifs. Vraiment très 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 compétitif. On essaye vraiment on se bat tous les jours au quotidien pour proposer des prix vraiment accessibles. On essaye vraiment de démocratiser. Même si on est dans le désert. Exactement. Parfait. Donc voilà. Et bah du coup, on va clôturer cette émission maintenant. Si vous avez un dernier truc à dire, c'est le moment. J'ai pas aimé Avatar. C'est tout. T'as un truc à dire pour finir? Venez chez Visual Image. Non, essayez juste de découvrir dans un premier temps, nous ajouter sur notre Instagram, on communique un peu. Visual Image 7 sur Instagram, notre site internet. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous écrire par mail, via notre site internet, via Instagram. On est super réactifs. On répond très très vite. Vous avez votre devis très très rapidement. Et je pense que c'est ce qui fait l'une de nos forces également, la réactivité, l'adaptabilité et les prix que nous proposons. Et le service également qu'on propose. Donc, c'est ce qui fait que de jour en jour, on grandit et qu'on nous recommande quotidiennement. Parfait. Très bien. Et merci Arvin d'avoir accepté de venir dans mon podcast. Merci à vous pour l'invitation et comme je vous le disais en début d'émission, continuez ce que vous faites, c'est super cool. Merci. C'est top, toi aussi, vraiment. Top. Merci beaucoup. Merci à toi aussi Nico de m'accompagner encore pour cette 3e saison. Et du coup, ça y est, le 2e épisode est tourné maintenant. On doit continuer sur cette lancée maintenant. Mais c'est très bien. Moi, j'apprécie toujours autant faire ce podcast. N'oubliez pas que du coup, nous aussi, on a une boutique, lordshow.fr, où vous retrouvez le merchandising du podcast avec nos logos sur des t-shirts, des mugs, des pulls, des casquettes. Et on a deux modèles de t-shirts, voilà. Mais voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous deux de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Et on vous dit du coup, a priori, dans 2 semaines, si on arrive à tenir le rythme, mais on va s'y coller. Mais voilà, et du coup, on vous dit à dans 2 semaines. Et voilà, au revoir. À plus. Salut.